Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler du Canon R6 Mark II que j'ai eu la chance de tester en normale première, pas en avant-première, mais je l'ai quand même testé, ça fait plaisir. On va voir rapidement les specs de ce boîtier, les plus, les moins. Je vous donnerai aussi à la fin mon avis sur ce boîtier. Mais petit spoiler alerte, il me plaît pas mal. Le mieux, c'est que je vous montre un peu de quoi il est capable. Donc vous l'avez vu, on est parti le tester en conditions réelles sur un tournage pour Load, qui est une basketteuse freestyle, et avec qui on a pu tourner du coup le petit portrait en intro que vous avez vu. Alors pour info, Canon m'a bien prêté ce boîtier pour le tester, mais n'a pas du tout vu la vidéo ou ce que je m'apprête à dire. Donc on est parti sur la review d'un des boîtiers les plus phares du marché, on va dire. Alors si on parle des specs rapidement, c'est un boîtier qui a un capteur plein format de 24 millions de pixels, ce qui est largement assez pour moi, surtout en vidéo. On a également le même processeur DigiX qu'on a sur le R3, qui est clairement le boîtier haut de gamme de chez Canon, et vous allez voir que ça l'aide pas mal, surtout en autofocus. Alors on peut filmer en 4K 25 et 4K 50 images par seconde. Alors faut savoir que c'est un sur-échantillonnage de 6K en 4K, donc clairement on a une image qui est beaucoup plus nette. Alors pour le coup ça peut avoir des plus et des moins d'avoir une image très sharp, mais perso je suis un peu moins fan justement des images qui sont très nettes. Ça m'arrive souvent de mettre un filtre mist ou alors de baisser la netteté en post-production histoire de diminuer un peu cette netteté. Après encore une fois c'est en fonction des goûts de chacun. L'info très importante surtout avec ce boîtier, c'est qu'il fait oui de la 4K à 50 images par seconde mais sans crop. Là où un Sony A7 IV ou un Panasonic S5 Mark II a un crop de 1,5 dès qu'on passe en 4K 50, et là sur le Canon on l'a pas. Et ça je peux vraiment vous dire que ça change un petit peu de pas trop se soucier de la focale à laquelle tu vas filmer quand tu passes du ralenti au rendu réel. Et j'avoue que là de repasser sur un capteur qui est croppé quand je passe au ralenti avec mes autres boîtiers, ça me fait un peu bizarre. On a aussi la possibilité de filmer en 1080p jusqu'à 180 images par seconde si on veut de l'ultra ralenti. Alors on peut filmer en 4:2 10 bits uniquement en profil d'image C-Log 3 qui est du coup un profil log, donc qui garde quand même pas mal d'infos dans les hautes et dans les basses lumières. C'est clairement le profil d'image à choisir si vous voulez la meilleure qualité possible avec ce boîtier. Sauf que c'est pas vraiment le meilleur profil d'image que propose Canon, notamment sur ses autres boîtiers. On va en reparler un petit peu après. Alors justement en parlant de ça, la plage dynamique elle est à peu près de 11-12 stops réels par rapport aux différents tests qui ont pu être faits, ce qui est quand même un poil en dessous de ce que peut faire la concurrence. Donc ça clairement c'est un point qui est, je dirais un petit point négatif, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais alors après moi dans les tests que j'ai pu faire, j'ai pas vu non plus une grosse différence, en tout cas ça m'a pas gêné tant que ça. Mais quand même faut savoir que voilà, situation égale, on aura un petit peu moins d'infos, notamment quand il y a de fortes contrastes de luminosité. Et surtout, par exemple, quand on filme un ciel ou des choses comme ça. Bon, alors après, ça récupère bien plus d'informations que ce qu'on pouvait avoir avec le R6 première génération, mais quand même, faut le savoir. En photo aussi, on peut shooter jusqu'à 40 images par seconde en obturateur électronique et 12 en mécanique, ce qui est clairement pas mal du tout. Alors perso, je suis pas non plus un photographe dans l'âme, donc voilà, je vais pas trop m'en servir de cette partie rafale. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça va leur plaire. Et c'est là en fait où on se rend compte que ce boîtier-là, c'est quand même un très bon hybride et vidéo et photo. Si on parle maintenant de la qualité d'image, une des choses quand même que j'ai remarqué assez vite, c'est la couleur. Les couleurs Canon
ça a quand même un style qui est très intéressant. Je trouve que la représentation des couleurs est très juste et ça se ressent aussi pas mal sur les teintes de peau qui sont, je trouve, en tout cas très ressemblantes. Donc j'avoue forcément plutôt très bien aimé la couleur Canon, ils sont aussi réputés pour ça. Et là pour le coup avec ce R6 Mark II, je l'ai senti très vite par rapport aux autres boîtiers que j'ai pu tester. On a aussi vu que du coup c'est de la 4K oversamplée qui vient de la 6K, donc clairement on a une image qui est très nette. Ça dépend aussi évidemment du piqué de l'objectif que vous utilisez. D'ailleurs moi j'ai tout filmé avec le 25-70 RF f2.8 de chez Canon du coup. La montée en ISO maintenant, alors Canon est un poil moins réputé quand même dans ce domaine-là. Et honnêtement je pensais le voir beaucoup plus que ça par rapport au Sony. Et je me suis rendu compte qu'en fait la frontière entre les deux n'était pas si grande que ça. Donc pour le coup j'ai pu monter en ISO dans mes plans et j'ai pas eu trop de problèmes de bruit numérique, ou du moins autant que je peux avoir avec mon A7 IV. Donc agréablement surpris de ce R6 Mark II sur cette gestion des basses lumières et je l'attendais pas ici. Alors un autre point aussi où Canon est assez reconnu, c'est l'autofocus. Pour beaucoup, c'est le meilleur du marché et honnêtement, je commence à les comprendre. J'ai honnêtement été plutôt surpris sur cette qualité d'autofocus. Ça manque pas sa cible, même dans des conditions un peu difficiles, elle arrive toujours à récupérer et ça saute pas et ça c'est agréable. Alors évidemment, c'est le fameux dual pixel assez connu chez Canon. Couplez ça à un processeur qui est plutôt performant. Évidemment, ça marche très très bien ensemble. Donc pour moi, c'est quasiment, je pense, le meilleur autofocus du marché. Ça se joue beaucoup avec Sony, mais voilà, j'ai été très très confiant d'utiliser ce autofocus. Ça manque très peu sa cible et j'ai rien à redire là-dessus, c'était nickel. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pas mal de choix de sujets en autofocus. Et récemment, c'est drôle, ils ont rajouté les trains, les avions et même les chevaux. Donc clairement, ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans ces situations justement un peu différentes. Et pour tout ce qui est de l'animalier ou quand vous avez des prestations peut-être précises sur tout ce qui est véhicule, ça je pense ça va en intéresser plus d'un. Aussi classique, mais là où Canon fait souvent parler de lui, c'est sa stabilisation qui est vue comme encore une fois une des meilleures sur le marché. Et ce boîtier là a une stabilisation à 8 vitesses, ce qui fait de lui simplement le meilleur du marché. Alors on a plusieurs modes de stabilisation avec des niveaux plus ou moins importants, mais les trois sont, je trouve en tout cas, excellentes. Alors moi évidemment dans la vidéo que vous avez vu, j'ai désactivé toutes les stabilisations parce que justement je voulais un peu un rendu sportif au cœur de l'action. Mais tous les plans que j'ai pu filmer avec la stabilisation active, honnêtement c'est très très bon, ça on dirait à la limite un trépied, à tel point que je pense honnêtement sur pas mal de mes plans j'ai pas besoin d'avoir un stabilisateur. J'ai utilisé de temps en temps parce que justement je voulais des plans très précis et chirurgical, mais clairement la stabilisation c'est un des gros points forts de Canon et encore une fois il m'a régalé. Ah oui, alors aussi à savoir que Canon avait un espèce de défaut de stabilisation qui faisait que quand on se filmait avec la stab active, on avait les angles qui vibraient un peu, ça faisait un truc qui était pas du tout joli quoi. Et moi je vous avoue que j'ai testé à main levée en me filmant un petit peu en face cam, à bout de bras comme ça en tenant la caméra, et j'ai pas vu tant de warble qui est assez annoncé, donc je pense qu'ils ont dû corriger ou du moins diminuer l'effet avec cette nouvelle version du R6. Ok, si on parle un petit peu du gabarit maintenant, parce que c'est un des trucs qui me plaît pas mal, moi qui suis pas du tout habitué à du Canon, et je vous avoue que quand je l'ai dans la main, je me sens bien, enfin je veux dire il tient vachement bien dans la main. Je pense que c'est les bords qui sont un peu arrondis, je trouve que ça épouse un peu plus la forme de la main. Et même, je sais pas, je me sens quand même plus à l'aise que ce que je peux connaître, surtout avec Sony. Également sur le côté, on a un bouton switch qui nous permet de passer de vidéo à photo. Et du coup, ça peut être assez pratique histoire de séparer les deux. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, ça permet de séparer nos pré-réglages, donc C1, C2, C3. On peut en avoir pour la photo et pour la vidéo, donc ça, c'est bien pratique. Alors, on a un écran qui est du coup retournable et qui aussi est tactile, qui marche honnêtement extrêmement bien. On peut toucher, on peut un peu faire ce qu'on veut. La luminosité aussi est largement acceptable. On peut voir nos rushs quand on regarde du coup dans la caméra, donc c'est cool. Si on regarde côté carte SD, alors on a deux ports UHS 2. Du coup, c'est un choix assez intéressant de ne pas mettre des CF Express et de rester avec des cartes SD. Moi, personnellement, ça me suffit largement. Si on regarde de l'autre côté, on a du coup prise micro et prise casque. Pareil, comme les autres générations. Ce que je reproche un peu, c'est du coup ces petits bouts de plastique là qui protège du coup les câbles. Je trouve ça pas très bien amené, ça bouge un peu partout, donc je suis pas trop fan. Également, on a une prise USB type C, donc ça c'est assez pratique. Ça peut nous permettre d'utiliser la caméra comme webcam quand on veut faire du streaming ou même en face cam avec notre ordinateur. Et c'est assez pratique aussi parce que du coup on peut recharger la caméra directement quand on est en train de filmer. Donc typiquement si on fait des interviews et qu'on va être sûr de filmer en continu, c'est assez bien. Et on va parler de ce qui fâche un peu, la prise qui est juste en dessous. C'est une prise mini HDMI, ce qui est clairement pas l'idéal quand on veut filmer avec un moniteur externe, parce que les prises mini HDMI en général c'est plus fragile, ça casse plus facilement et honnêtement c'est pas hyper fiable je trouve. Donc ça clairement cette prise mini HDMI c'est un peu le gros défaut de ce boîtier là. J'aurais vraiment aimé avoir une prise HDMI classique, parce que les mini HDMI, moi je leur ferais pas du tout confiance. Bon alors après je l'ai testé avec un moniteur externe et honnêtement ça marche très bien.
C'est juste que voilà, ça respire un peu moins la confiance, ce genre de petite prise HDMI là. Avant de vous parler du prix de ce R6 Mark II, j'aimerais vous parler aussi des plus et des moins que j'ai rencontrés avec cette caméra. Premier plus, c'est une fonction que je trouve incroyable, ça va être d'activer un pré-enregistrement. Dans le sens où dans le menu, on peut activer une option et quand on va appuyer sur Rec, il va enregistrer jusqu'à 5 secondes juste avant qu'on ait appuyé. Et ça pour le coup, c'est hyper pratique. Imaginez, vous êtes en train de filmer, je sais pas, un animal, une voiture qui passe ou j'en sais rien. Vous n'avez pas eu le temps du coup d'appuyer sur Rec quand la voiture est passée et quand le dauphin a sauté de l'eau. Vous appuyez sur Rec et du coup lui va récupérer les 5 secondes juste avant que vous ayez appuyé dessus. Ça honnêtement ça peut vous permettre de récupérer des rushs que vous pensiez que vous aviez complètement loupé. Ou même en termes d'économie de carte SD c'est incroyable. Ça évite d'être un peu comme un con à laisser Rec pendant 10 minutes jusqu'à que je sais pas, t'aies une baleine ou quelque chose qui saute quoi. Ensuite deuxième plus je dirais la batterie. J'ai trouvé que la batterie tenait vraiment très très bien. Honnêtement je pense qu'avec une batterie voire deux ça te fait largement une journée de tournage. Nous, tu vois, on a fait quand même une bonne journée de tournage et on a rempli, on a aussi une batterie qu'on a tuée en entier. Mais pourtant, on a quand même pas mal fini, donc non, clairement, les batteries Canon, en tout cas sur ce modèle-là, ça tient très très bien. Ah ouais, alors ça, l'autre plus aussi, ça, vous allez me dire, ouais, c'est tout con, mais on a un shutter qui se ferme. C'est-à-dire que si jamais j'éteins ma caméra, le shutter est fermé. Du coup, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de petites poussières qui vont se mettre dedans quand je suis en train de changer d'objectif. Et ça, je pense que ça devrait être la norme pour tous les boîtiers, sauf que c'est pas le cas de toutes les marques. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a un petit témoin de surchauffe qui est gradué. Ça nous permet de voir l'évolution de la surchauffe du boîtier. Alors perso, j'ai eu zéro problème de surchauffe, mais parmi les tests qui ont été faits, il me semble qu'en 4K à 25 images par seconde, on n'a pas du tout de surchauffe et ça peut durer des heures à filmer. Par contre, en 4K 50, il me semblait qu'on était autour des 40-50 minutes. Donc bon voilà, après je vois pas trop qui peut filmer en 4K 50 en aussi longtemps, enfin je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs c'est pareil pour la limite d'enregistrement, il y en a pas. Avant sur le précédent boîtier ça s'arrêtait à 30 minutes, donc bien relou, là on n'a pas de limite d'enregistrement. Le rolling shutter est pas non plus mauvais, je dirais même que c'est un des meilleurs dans le marché dans lequel il est. Alors forcément il reste visible, c'est pas un capteur qui est empilé, mais en vrai c'est quand même pas trop mal maîtrisé. Alors ça aussi c'est un petit détail, mais je trouve ça assez pratique. On a la possibilité de choisir l'exacte vitesse de notre obturateur, surtout pour enlever en fait le flickering, et ça que j'avoue dans certaines situations ça peut être quand même bien pratique. Et dernier plus avec cette caméra, en fait ils ont ajouté quand même pas mal d'outils qui sont très pratiques surtout quand on fait de la vidéo. Donc on a les classiques, les zébras, le focus picking, etc. Et ils ont ajouté les false colors. Alors les false colors c'est on va dire une unité un petit peu de mesure pour être beaucoup plus précis dans le contrôle de notre exposition. Ça permet clairement de savoir en fait quelles sont nos zones qui sont soit sombres, soit trop éclairées. Et ça clairement c'est une feature qui est dans plein de caméras de cinéma, donc hyper bien qu'il est mis dans ce R6 Mark II. Sauf que il y a un petit truc un petit peu bizarre là-dedans, c'est qu'en log, on peut pas utiliser les false colors. Donc moi qui filme tout en C-Log 3, je peux pas les utiliser, donc pour le coup ça perd complètement son intérêt pour moi. Donc si jamais vous comptez filmer en profil d'image standard, les false colors ça peut être grave utile, mais si vous comptez filmer en C-Log, c'est ce que je vous recommande le plus, ça sert pas à grand chose. On va parler des moins maintenant. Et justement, vu que là on est en train de parler du C-Log 3, alors ça reste quand même un bon profil d'image qui garde pas mal d'infos. Sauf qu'en fait on a une plage dynamique qui est un peu trop faible. Et Canon a largement les capacités et le fait beaucoup mieux avec son autre profil d'image qui est le C-Log 2, mais qu'on n'a pas dans la caméra. Et le problème c'est qu'avec le C-Log 2, on est qu'à 11-12 stops à peu près de plage dynamique. Et du coup on est 2 stops en dessous de ce que font les autres concurrents qui sont le Sony A7 IV et le Panasonic S5 II. Donc globalement on a une image qui est un peu moins bien fournie dans les hautes et dans les basses lumières. Après sur le test terrain, j'ai pas vu non plus, ça m'a pas choqué, mais quand même c'est pour moi un petit moins. Alors aussi il y a un truc qui est vraiment bizarre que je comprends pas trop, mais moi j'utilise beaucoup l'histogramme pour justement exposer mon plan. Sauf que je sais pas pour quelle raison, mais quand on appuie sur le bouton Rec, l'histogramme disparaît. Donc voilà, si tu es en train de filmer et que tu veux savoir si ton image est bien exposée ou pas, t'as pas de moyen trop évident de le faire quoi. Aussi je dirais qu'on n'a pas des choix de codec hyper fournis. On peut uniquement filmer jusqu'en IPB, on n'a pas de All Intra, on n'a pas de Long Op. Ça j'avoue que c'est un peu dommage par rapport à la concurrence qui propose quand même beaucoup plus de choix. Après moi je vous avoue que j'ai tout filmé en IPB, ça me suffisait largement. Et dernier point négatif, je pense que vous savez de quoi je vais parler, le micro HDMI. C'est pour moi clairement pas digne d'un boîtier qui se veut professionnel. Donc ça c'est un peu le point négatif que je suis pas trop fan. Parlons du prix maintenant, 2899 € boîtier nu, ce qui fait de lui un des boîtiers les plus chers dans sa gamme de prix. Mais honnêtement je trouve qu'il les vaut pas mal, vous allez voir pourquoi. D'ailleurs si jamais le boîtier vous intéresse, vous pouvez le commander chez IPLN, c'est un magasin français, le catalogue grossit de plus en plus et surtout est livré hyper rapidement. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez mettre le code Maxime, ça m'aide grandement. Donc merci à tous ceux qui passent par mon code et qui passent surtout par IPLN. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce boîtier? Honnêtement, c'est un excellent boîtier.
On a en fait tout ce qu'on attend et pourquoi Canon est répandu. On a un bête d'autofocus, une très bonne qualité d'image, des couleurs au top, une stabilisation qui est excellente. Je vous avoue que personnellement, mon gros kiff avec ce boîtier-là, ça a été de faire de la 4K50 sans crop. Ça a clairement été pas un game changer non plus, mais ce que je peux avoir l'habitude de faire avec mon S5 ou avec mon Sony A7 IV, et j'ai toujours ce crop là, et là le fait de pas l'avoir, je me suis surpris à faire beaucoup plus de plans au ralenti, parce que j'ai pas à changer de focale, et ça du coup de passer du ralenti au mode réel sans que ça bouge, c'était vraiment un pur kiff. Après la plage dynamique qui a quand même 2 stops en dessous de ce que je peux avoir avec mes autres boîtiers me gênait au début sur le papier, et finalement dans mes tests, dans ce que j'ai pu faire, ça passe, ça me dérange pas tant que ça. Je pense qu'il y a certaines situations où ça va vraiment se voir, mais dans la plupart du temps ça fait quand même très bien le travail. Donc perso, forcément, j'aurais préféré avoir une gamme dynamique un peu plus fournie. Surtout d'avoir la possibilité de filmer en C-Log 2. Ça, vraiment, c'est ce qui manque pour moi sur ce boîtier. Mais dans la globalité, que ça soit en termes de gestion des couleurs, tout ça, je suis très très content de la qualité d'image que j'ai pu avoir. Et aussi, un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'ergonomie. Comment ça tient dans la main, je me sens à l'aise quand je l'ai. Je sais pas, les bords un peu arrondis et tout. Je trouve ça très agréable à tenir. On sent que c'est robuste, comme les autres boîtiers, mais je sais pas, j'avais vraiment voilà. C'est surtout par rapport à mon Sony que j'ai senti une vraie différence en fait quand je le tiens en main. Alors aussi, il faut savoir que les optiques Canon sont quand même reconnues et très performantes, mais coûtent aussi très cher. Donc clairement, de passer chez eux, c'est quand même un gros investissement, sachant qu'on a quand même un peu moins de marques tierces qui font justement des objectifs comme on peut avoir chez Sony. Bien que quand même il y ait des marques qui proposent des optiques assez quali, je pense notamment Sigma pour les Canon. Même mine de rien, en quantité, on a quand même beaucoup moins de choix que ce qu'on peut avoir chez Sony. Après, l'avantage aussi qu'on a avec les optiques Sony, c'est que c'est des optiques qu'on peut garder sur le long terme et qu'on peut même aussi mettre sur des caméras un peu plus ciné, je pense notamment en RED. Donc je vais pas vous cacher que je me tâte un peu à acheter un Canon R6 Mark II et surtout acheter un peu un parc optique de chez Canon, parce que mine de rien c'est un boîtier qui est quand même très bon, qui remplit tous les critères que j'ai besoin, et il y a quand même des choses que j'ai ni sur mon Sony A7 IV ni sur mon Panasonic S5 II. Donc à voir ce que vous préférez et ce qui est le plus important pour vous, mais ce qui est sûr c'est que si vous partez sur ce R6 Mark II, vous n'allez pas vous tromper. Donc si jamais le boîtier vous intéresse, je vous mets le lien en description, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.